Ces bagues appartenaient à ma sœur, Renate. Ce sont celles qu'elle portait le jour de sa mort. Elle n'avait que 34 ans. Cause du décès, inconnue. Il y a 10 ans, j'ai commencé à travailler sur ce film, afin de percer le mystère de la mort de ma sœur. J'étais loin de me douter que mon enquête me conduirait jusqu'à l'industrie pharmaceutique et à son réseau d'influence au sein de notre société. Toutes ces années, j'ai eu l'impression d'assembler les pièces d'un puzzle, sans savoir à quoi ressemblerait le résultat final. Et maintenant que je l'ai sous les yeux, il me paraît vital de le partager avec vous. J'aimerais savoir quel est le prix d'une vie humaine. It was once the top-selling antipsychotic drug in Florida. Talking about a drug called Zyprexa. Antipsychotics are among the best-selling prescriptions in the world. It's FDA approved for schizophrenia and bipolar disorder, but it's used for all kinds of things. Serious adverse effects and deceptive marketing of their antipsychotic drug, Risperdal. Shocking increase in the number of children taking antipsychotic drugs. Renate est morte à l'âge de 34 ans seulement. Le lendemain du jour où a été trouvé son corps, je suis entrée dans sa chambre pour filmer les affaires qu'elle avait laissées derrière elle. C'était un geste inconscient. Comme une dernière chance de me raccrocher à elle. Elle est morte alors qu'elle était dans un genre d'institution. Elle était suivie en psychiatrie pour schizophrénie. Ce que j'aimerais comprendre avec ce documentaire, c'est, pour commencer, de quoi elle est morte exactement. Pourquoi est-ce qu'elle a été fauchée à 34 ans? Nous étions 3 sœurs. Renate, Berit et moi, Anniken. Renate avait 10 ans de plus que moi. Depuis toute petite, je l'appelais Dada. Mais quand j'ai commencé à travailler sur ce film, j'ai dû me mettre à utiliser son vrai prénom. Pour moi, elle sera toujours ma Dada. Au moment de sa mort, Renate prenait un cocktail de 5 médicaments à haute dose, qui lui avait été prescrit par son psychiatre. J'ai demandé à ce médecin si ces produits avaient pu entraîner sa mort. Il m'a répondu que c'était impossible.
J'ai commencé à me renseigner sur les médicaments prescrits à Renate, les antipsychotiques. Les antipsychotiques de première génération sont arrivés sur le marché à la fin des années 1950. Dans les années 1990, a été lancée une deuxième génération, avec le Risperdal du laboratoire Johnson & Johnson, le Seroquel d'AstraZeneca, le Zyprexa de Lilly, le Géodon ou Zeldox de Pfizer et l'Abilify d'Otsuka. Au cours des années 2000, ces antipsychotiques faisaient partie des médicaments les plus vendus au monde. J'ai découvert que 2 ans après la mort de Renate, une mise en garde pour risque de mort subite avait été ajoutée à la notice de tous les antipsychotiques avec lesquels elle avait été traitée. Son psychiatre m'a affirmé qu'aucun cas de décès lié à la prise d'antipsychotiques n'avait été signalé. Mais c'est faux. J'ai trouvé une liste de 126 cas. J'ai rencontré Kirsten Myhr, experte chargée de recueillir et évaluer pour les autorités norvégiennes les notifications d'effets indésirables. Quelle est la part des effets secondaires effectivement notifiés? Moins de 5% pour les effets graves. Ça a toujours été comme ça, et je ne crois pas que cela puisse s'améliorer, quelles que soient les mesures prises. Si je cherchais à connaître le nombre réel de décès dans lesquels les antipsychotiques ont pu jouer un rôle, vous pensez que j'aurais du mal? Oui. Tout le monde tient ces chiffres pour acquis. Mais il n'y a aucune raison de penser que le décès soit un effet indésirable plus notifié que les autres, bien au contraire. Si l'on dit que 5% seulement des cas sont notifiés, alors il faut multiplier le chiffre par 20 pour se rapprocher de la réalité. On a 126 notifications, on peut donc tabler sur environ 2500 décès au total, plutôt que 126. 2500 rien qu'en Norvège. Oui, c'est plausible. On sait que les antipsychotiques sont capables d'altérer le fonctionnement du muscle cardiaque. Et on le sait depuis plus de 50 ans. Le docteur David Healy, psychiatre, est l'auteur de plusieurs articles et ouvrages sur la psychopharmacologie. On pensait que c'était gérable. Les agences du médicament semblaient avoir retiré du marché les médicaments qui posaient problème. Mais ce dont ni moi ni la plupart des gens ne se rendaient compte, c'est que presque toutes ces substances peuvent entraîner des modifications du cœur à un certain niveau. Il n'y a peut-être pas de quoi obliger un laboratoire à émettre une mise en garde pour risque mortel, ni de quoi retirer le produit du marché. Mais si vous êtes obligé de prendre plusieurs de ces médicaments et que chacun pose un petit problème, vous pouvez vous retrouver avec un très gros problème. Un problème qui peut causer votre mort. En 2009, j'ai pu consulter des documents confidentiels concernant le Zyprexa, l'un des médicaments que prenait Renate. Je savais très peu de choses sur l'industrie pharmaceutique à l'époque, et il m'a fallu plusieurs années pour passer en revue tous ces articles et essayer de comprendre ce que je lisais. Mais une chose m'est apparue avec évidence. Les patients aux prises avec une maladie mentale n'étaient considérés que pour le chiffre d'affaires qu'ils pouvaient générer en tant que consommateurs à vie. Le Zyprexa est produit par le laboratoire pharmaceutique Lilly, auquel on doit aussi le Prozac. It's the hottest psychiatric drug in history. Prozac. 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 Wonder drug that works wonders. Americans using Prozac right now. Holiday season in New York City when the drug dealers are selling more Prozac than crack.
Le Prozac a révolutionné la médecine psychiatrique, en permettant aux épisodes dépressifs d'être diagnostiqués et pris en charge par les généralistes, et non plus uniquement les psychiatres. Le Prozac est rapidement devenu le médicament le plus vendu de l'histoire de l'industrie pharmaceutique. Mais en 2001, Lilly a perdu l'exclusivité que lui conférait son brevet sur la molécule. Prozac was your #1 selling multi-billion-dollar blockbuster as of that time, right? It was. This is their annual report when they lost it. So what are we going to do now? We're going to use, as our front line, we're going to start replacing Prozac's business with the Zyprexa business and make it into a billion-dollar blockbuster. Lilly a lancé une campagne commerciale agressive avec sa propre chanson, baptisée Viva Zyprexa, reprise d'un air d'Elvis Presley, Viva Las Vegas. Whole new purpose gonna set my soul on fire. Got a brand named Zyprexa with a whole new chance to get those stakes up higher. Thousands of patients are waiting out there. The way they're living just ain't fair, but you can bet they can get some help from primary care. Viva Zyprexa. Alex Berenson, ancien journaliste au New York Times, est un expert de l'industrie pharmaceutique. Il a été le premier à avoir eu accès aux documents ayant fuité sur le Zyprexa. Quand un produit a un coût de revient de 5 cents, il est rarissime que vous arriviez à le vendre 5 $. Mais avec les médicaments, c'est possible, du fait qu'ils sont protégés par un monopole pendant plusieurs années. L'attribution d'une autorisation de mise sur le marché est toujours une bonne nouvelle pour un laboratoire. Mais c'est aussi le début du compte à rebours vers la date d'expiration du brevet. Et ça, tout le monde en a parfaitement conscience. Le but est donc d'optimiser ses profits pendant cette fenêtre de 13, 15 ou 17 ans et d'écouler un maximum de produits. Ça vous dit quelque chose? Oh que oui. Le Zyprexa en soins primaires. Les soins primaires, ce sont les généralistes, pas les psychiatres et encore moins les services hospitaliers. L'idée était de démarcher directement les généralistes. Lilly a utilisé la même stratégie qu'avec le Prozac, avec une politique de distribution agressive en direction des médecins généralistes. La différence était que le Zyprexa n'avait reçu d'AMM, ou autorisation de mise sur le marché, que pour le traitement de la schizophrénie et d'une forme rare de troubles bipolaires. Le laboratoire a donc dû convaincre les patients qu'ils n'étaient plus dépressifs, mais bipolaires. Your doctor probably never sees you when you feel like this. This is usually who your doctor sees. That deeply depressed you who barely dragged yourself in for treatment. That's why so many people with bipolar disorder are being treated for depression and not getting any better. Because depression is only half the story. Et le plus incroyable, c'est que le Zyprexa est devenu une source de revenus encore plus importante pour Lilly que le Prozac ne l'avait été. Mais il s'est avéré que Lilly avait quelques squelettes dans son placard. Lilly pleading guilty to criminal conduct after skating under the radar for years. There's been rapid weight gain with the drug and elevated glucose, which can put folks at higher risk of developing diabetes. So what is Zyprexa used for? Lilly a été condamnée à une amende de plus de 1,6 milliard de dollars pour avoir sciemment dissimulé certains effets secondaires du Zyprexa et s'être livré à des pratiques commerciales illégales, appelées off-label. Cela consiste à vendre un médicament pour une indication différente de celle expressément prévue par son autorisation de mise sur le marché. The person you are trying to reach is not accepting calls at this time. Sorry that I missed your call. Please leave a message. It would be Maurice Mullivan. He's not in. Can I take a message? He's the main contact. J'essaie de contacter quelqu'un chez Lilly. À quel numéro peut-on vous rappeler? And I'll get back to you as quickly as possible. My daughter uses my shampoo. Johnson's baby shampoo. Oh baby, 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 no. Lilly n'était pas le seul laboratoire à avoir quelques secrets inavouables. Johnson & Johnson, entreprise réputée pour ses produits pour bébés, commercialise aussi le Risperdal, un antipsychotique promu pour un usage hors indication et massivement prescrit à des enfants.
J'ai rendez-vous avec Alan Jones, lanceur d'alerte ayant révélé les pratiques douteuses de Johnson & Johnson. Ils avaient planifié de vastes campagnes de marketing pour commercialiser leurs produits en pédiatrie bien avant qu'ils n'aient reçu leur AMM. Ils récompensaient leurs commerciaux qui ciblaient les psychiatres spécialisés dans l'enfance et l'adolescence. Tout ça, c'était des business plans bien établis au plus haut niveau de l'entreprise. Les laboratoires pharmaceutiques ont menti à tout le monde, de bout en bout. Il se peut donc que le médecin qui a traité votre sœur n'ait pas su repérer les effets secondaires qui auraient pu signaler une détérioration de son état. Sans doute ne savait-il même pas que la mort subite faisait partie de ces effets secondaires. Exactement. Il n'était pas au courant. C'est moi qui le lui ai appris. Ce que j'essaie de faire à travers ce film, c'est de remonter jusqu'aux personnes à l'origine de ces stratégies, au sein des laboratoires, et qui savaient ce qui risquait d'arriver. Les dirigeants, les directeurs du marketing, tous ces gens qui savaient, ou auraient dû savoir, ou ne savaient pas, parce que les garde-fous nécessaires n'avaient pas été mis en place, devraient faire l'objet de poursuites, au civil et au pénal, pour homicide, trouble à l'ordre public et pillage des caisses de l'État. Tant que l'on ne demandera pas de compte à ces individus, les laboratoires pharmaceutiques continueront de franchir toutes les lignes rouges et de s'affranchir des règles aussi souvent que possible. Nous vous annonçons aujourd'hui que le groupe Johnson & Johnson ainsi que 3 de ses filiales ont accepté de payer plus de 2,2 milliards de dollars pour mettre fin aux poursuites civiles et pénales dont ils faisaient l'objet. Ils étaient soupçonnés d'avoir mis sur le marché des médicaments délivrés sur ordonnance pour un usage hors indication. Cette conduite irresponsable a mis en péril la santé de quelques-uns des plus vulnérables de nos concitoyens, enfants, personnes âgées et handicapés. Les amendes infligées par le ministère américain de la Justice aux laboratoires pharmaceutiques sont les plus élevées de toute l'histoire des États-Unis. Les auteurs de ces crimes, eux, courent toujours. Les dirigeants du géant pharmaceutique GlaxoSmithKline ont participé à un événement à Las Vegas pour leurs commerciaux. Qui veut gagner des millions ? L'objectif, booster les ventes, relève pour le procureur d'une culture de la cupidité. Il suffit de calculer. Il y a des gens dans cette salle qui vont se faire un fric fou. Glaxo ne lésine pas quand il s'agit de séduire les médecins. Du point de vue des laboratoires, ces amendes font simplement partie des frais généraux. Car tant qu'on n'est pas personnellement concerné par le risque, il suffit de savoir compter. Mettons que les ventes de Zyprexa vous aient rapporté 40 milliards de dollars en 15 ans, avec une marge bénéficiaire de 20 milliards. Si vous avez dû payer quelques milliards de dollars d'amende, eh bien, ça reste une bonne affaire pour les actionnaires, une bonne affaire pour les dirigeants. Une très bonne affaire. Ce n'est pas limité à Lilly, Merck, Johnson & Johnson, Pfizer, Warner Lambert, Glaxo ou Bayer. Ce sont tous les mêmes. Parfois, je lis un article et je me dis « Oh là là, ces types sont vraiment les pires ». Et puis plus tard, j'en lis un autre et je me dis « Non, les pires, c'est eux ». Et puis, on pensait que Merck était les meilleurs, mais ce sont les pires. Il n'y en a pas un pour racheter l'autre. Ils jouent tous la même partition, ils ont tous les mêmes procédés, le même mépris pour les médecins, le même mépris pour la recherche. Tout ce qu'ils veulent, c'est vendre un maximum. Les responsables de ces laboratoires se sont-ils jamais posé la question du coût humain de leurs agissements ? J'ai contacté plusieurs employés de l'industrie pharmaceutique. Aucun n'a accepté de répondre à mes questions. Seule une femme ayant participé à la campagne de marketing Viva Zyprexa accepte un rendez-vous. Pour finalement se désister à la dernière minute.
Je regrette de vous avoir dit oui. J'avais quelques réserves au départ et j'aurais dû me fier à mon instinct. Vous savez sans doute que Lily a eu un procès et que j'ai moi-même dû me rendre au tribunal. En fait, non, je savais que Lily avait eu des problèmes, mais j'ignorais que vous aviez dû comparaître. Eh bien si. Et tout ça pour avoir fait la bêtise d'ouvrir ma porte quand 2 agents fédéraux sont venus me voir. S'agissant de Lily, on n'a rien fait de mal. On ne faisait qu'obéir aux ordres. Vous savez, si les marques Coca-Cola, Marlboro ou Prozac sont mondialement connues, il y a bien une raison. Ce n'est pas dû au hasard. On dirait que nos appels commencent à faire grincer quelques dents. Nous recevons des emails et SMS anonymes. Le message est on ne peut plus clair. Aniken! Aniken! Viens! Quand un être cher est atteint d'une maladie mentale grave, sa souffrance rejaillit sur vous. C'est comme si toute votre famille et vos proches tombaient malades également. Je me souviens du jour où je me suis rendu compte que quelque chose ne tournait vraiment pas rond chez Renate. J'avais 10 ans et elle 20. Elle a commencé à porter un foulard. Je lui ai demandé pourquoi elle faisait cela et elle m'a répondu, en regardant droit devant elle, mais sans jamais croiser mes yeux, « C'est Dieu qui me l'a ordonné. Quand on ne fait pas ce que Dieu exige, on s'expose à un châtiment. » Je ne comprenais pas ce qui lui arrivait. En un rien de temps, elle m'était devenue étrangère. Elle n'avait plus rien à voir avec ma dada. Par la suite, Renate a enchaîné les séjours en hôpital psychiatrique pendant 14 ans. Elle a été internée, plus d'une fois contre son gré. Pour avoir été témoin des épisodes psychotiques de ma sœur à de nombreuses reprises, je comprends que cet état exige une prise en charge médicamenteuse. J'ai voulu trouver des études sur les effets bénéfiques des antipsychotiques. J'ai donc contacté le plus grand institut de recherche au monde sur la santé mentale. Bonjour, National Institute of Mental Health. Aniken Hall à l'appareil. Bonjour. J'ai appelé la semaine dernière. Oui. Ce qu'il y a, c'est que j'aurais besoin de quelqu'un qui puisse me montrer des études positives. Oui, je voudrais... Enfin, je suis sûr qu'il en existe, mais moi là, je n'ai personne. Je devrais pouvoir vous orienter vers quelqu'un qui a des études positives. Je vais vous envoyer ses coordonnées, d'accord? Ce serait parfait. Cet institut n'était pas en mesure de me fournir une seule étude positive. Tout ce que j'ai reçu, c'était cette publication, montrant le manque d'innocuité et d'efficacité des principaux antipsychotiques chez les adultes de plus de 40 ans. Cela m'a paru très étrange, sachant que ces médicaments sont utilisés chaque jour par plusieurs millions de patients à travers le monde. J'ai donc essayé de comprendre précisément le mécanisme d'action de ces molécules, et j'ai découvert que la théorie qui les sous-tend n'a jamais pu être prouvée de façon scientifique.
Les psychiatres disent souvent à leurs patients qu'ils souffrent d'un déséquilibre chimique. Ils auraient un défaut au niveau du cerveau et devraient donc prendre un médicament pour le corriger. Or, c'est complètement faux. 80% des patients danois croient à ce mythe, du fait que les psychiatres leur ont raconté ces histoires. Dans le cas de la dépression, par exemple, les psychiatres disent couramment que le patient manque de sérotonine, que c'est la cause du mal et qu'il faut donc lui prescrire une molécule pour faire remonter les concentrations de sérotonine. Or, il n'a jamais été prouvé que les personnes déprimées avaient moins de sérotonine dans le cerveau que le reste de la population. La théorie qui a permis aux antipsychotiques et antidépresseurs d'être prescrits en masse repose sur la notion de déséquilibre chimique. Elle affirme que les maladies mentales résultent d'un déficit de certaines substances dans le cerveau et que les médicaments rétablissent l'équilibre pour aller bien. La vérité, c'est qu'on ne comprend pas très bien le mécanisme pharmacologique de ces médicaments. Et on n'a donc aucune idée de ce qu'ils peuvent causer s'ils sont pris en association, ni même en monothérapie, a fortiori sur une période prolongée. Cela fait plusieurs dizaines d'années que l'on cherche à déterminer ce qui serait l'origine biologique des maladies mentales. On n'arrête pas de nous dire que la recherche avance, que les résultats sont tout proches, mais que pour l'instant, on n'a encore rien trouvé. Dans les années 1990, les revues de médecine étaient pleines d'études sur les déséquilibres chimiques et de publicités pour de nouveaux traitements révolutionnaires. Mais cette théorie a disparu de la littérature scientifique. J'ai donc voulu comprendre comment les publications médicales étaient manipulées. Tous les essais cliniques portant sur une molécule nouvelle sont contrôlés par les laboratoires pharmaceutiques eux-mêmes. La moitié environ de ces essais sont classés sans suite. Les études faisant état de résultats négatifs sont donc dissimulées aux chercheurs, aux praticiens et au grand public. Quant aux revues médicales, elles n'ont souvent que des études positives à publier. Les articles publiés dans les revues sérieuses BMJ, Lancet, JAMA ou New England Journal of Medicine influent fortement sur l'opinion que les médecins ont d'une maladie, des options thérapeutiques et de la prise en charge. Ils constituent sans doute le principal outil de marketing des laboratoires pharmaceutiques. Il est tout à fait courant que les articles publiés dans la littérature scientifique soient rédigés ou pilotés en secret par les laboratoires. Des éléments de langage marketing sont fournis à un auteur, puis l'on demande à un professeur en médecine ou un chercheur de signer le texte. Vous avez également des gens qui sont spécialisés dans la rédaction d'abstracts, c'est-à-dire de résumés. Ces abstracts ne sont pas soumis à une relecture par des pairs et bien souvent ne tiennent pas compte des résultats réels sur lesquels repose l'étude. Quand on est médecin et qu'on est pressé, on se contente de lire l'abstract. Et quelle est la partie la plus importante? La conclusion. Et donc si la dernière ligne dit « ce traitement devrait faire preuve de son potentiel lors d'un prochain essai », alors que l'étude n'a rien eu de concluant, le médecin reste sur une impression positive. L'industrie contribue indirectement au financement de plusieurs de ces revues scientifiques par le biais de la publicité, ce qui nous conduit au personnage clé du commerce des médicaments, le médecin traitant. Ce sont ces prescriptions qui enrichissent les laboratoires. Pensez-vous que les médecins aient conscience d'être manipulés? Non, la plupart des médecins n'y voient que du feu. Et cela tient au fait que cette manipulation est très subtile, très insidieuse. Même un médecin qui n'irait à aucun dîner organisé par les laboratoires, qui ne recevrait pas de visiteurs médicaux et n'accepterait aucun échantillon serait toujours manipulé. Car c'est l'information dans les revues médicales qui est biaisée. C'est l'information dans les congrès qui est biaisée.
C'est l'information que les professeurs de médecine fournissent aux praticiens qui est faussée. Et donc, même un médecin parfaitement honnête, intègre et plein de bonnes intentions n'a pas accès à l'information qu'il lui faut pour exercer son art dans les meilleures conditions. Quant à l'industrie, elle mettra toujours en avant les avantages de ses produits tout en minimisant leurs effets indésirables. Les laboratoires pharmaceutiques emploient des milliers de visiteurs médicaux qui démarchent régulièrement les praticiens pour promouvoir leurs produits. Ces représentants n'ont qu'un objectif, convaincre les médecins traitants de prescrire les médicaments dont ils assurent le marketing. C'est la raison pour laquelle ils les invitent au restaurant et à des conférences et leur distribuent généreusement leur matériel promotionnel. Si aucun diplôme scientifique n'est exigé pour devenir visiteur médical, la formation aux techniques de vente, elle, est très poussée. Pour la campagne de marketing du Zyprexa, Lilly avait créé une série de profils types. Les visiteurs médicaux les utilisaient pour former les médecins à détecter les patients à traiter au Zyprexa. Ces profils peuvent correspondre à n'importe qui vivant un moment difficile de sa vie. Ce dont je me souviens le plus chez Renate, c'est son sourire. À 25 ans, Renate a rencontré l'amour de sa vie. Quelques années plus tard, ils ont eu une magnifique petite fille. Toute la famille était aux anges. Mais Renate était trop malade pour pouvoir s'occuper de sa fille. Ses sourires se sont faits plus rares. Elle s'est recroquevillée sur elle-même, se fermant aux autres. Welcome to the European Parliament in Brussels, the democratic centre. En Europe, on a tendance à penser que tout est toujours pire aux États-Unis. Mais l'industrie pharmaceutique est mondialisée et ces pratiques nous concernent tous. Les autorités européennes, comme les américaines, ont délivré des autorisations de mise sur le marché pour des antipsychotiques sans en percevoir les véritables dangers. Mais qui délivre ces autorisations ? J'ai toujours cru que c'était l'agence norvégienne du médicament qui accordait les AMM. Mais la plupart des médicaments commercialisés en Norvège sont homologués par l'AEM, l'Agence européenne des médicaments. La Norvège n'a aucune autorité décisionnaire propre au sein de l'AEM, qui est une agence de l'Union européenne. Les autorités de régulation ne procèdent à aucun essai clinique indépendant avant l'AMM. L'ensemble des recherches et des études cliniques sont conçues et menées exclusivement par le laboratoire pharmaceutique ayant déposé une demande. Tout ce que fait l'AEM, c'est passer en revue les données que lui fournit ce laboratoire et répondre à une question toute simple: les bénéfices l'emportent-ils sur les risques? L'AMM du Zyprexa a reposé sur 4 essais cliniques ayant porté sur 3000 personnes
sur une période de 6 semaines seulement, soit un peu plus d'1 mois, pour un médicament que la plupart des patients prendront plusieurs années. Les patients sous Zyprexa montraient une légère réduction de leurs symptômes par rapport à ceux ayant reçu un placebo ou un autre antipsychotique. Des effets secondaires ont bien été observés, mais ont été considérés comme mineurs, de sorte que les bénéfices étaient supérieurs aux risques. Un grand nombre des effets secondaires les plus graves du Zyprexa, comme le diabète ou la mort subite, ne sont pas apparus pendant les essais cliniques eux-mêmes. Les véritables dangers n'ont été constatés qu'après la commercialisation du médicament à grande échelle. Ce scénario se répète pour la quasi-totalité des nouveaux médicaments. Les véritables effets secondaires sont souvent découverts après l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché. Cela signifie que les patients sont les cobayes involontaires de l'industrie pharmaceutique. Cela m'aura pris 2 ans, mais j'ai fini par obtenir un entretien avec le directeur médical de l'Agence européenne des médicaments. Comment désigner les responsables dans ce type de cas? Ici, il s'agit de plusieurs milliers de morts. C'est tout à fait regrettable, mais on ne peut pas complètement exclure que certains patients souffrent ou soient lésés. Ceci dit, il peut arriver, effectivement, qu'un individu ne soit pas à la hauteur de ses responsabilités. Ce peut être le médecin traitant, ou même le patient, qui ne respecte pas la posologie, ou n'est pas régulier ou discipliné dans son traitement. Ce peut être aussi le laboratoire pharmaceutique ou le régulateur, qui ignore un signal d'alerte. Tout cela peut arriver, mais il est très difficile d'affirmer que telle ou telle personne n'a pas été à la hauteur. Nous régulons les médicaments, pas l'exercice de la médecine. Il nous appartient de trancher dans l'intérêt supérieur du patient. Mais dans ce cas, vous ne connaissez pas les risques. On ne les connaît jamais tous. Alors comment pouvez-vous évaluer le rapport bénéfice-risque? Cela n'a aucun sens. Il s'agit des bénéfices et des risques connus. Il faut le dire franchement. Et en tant que société, il faut accepter le fait qu'il y a toujours une part d'inconnu dans le lancement d'un nouveau médicament. L'Agence européenne des médicaments émet donc un jugement en fonction de l'analyse bénéfice-risque. Mais comment mesure-t-elle le prix des vies perdues? L'industrie pharmaceutique bénéficie à Bruxelles d'un puissant groupe de pression. Les laboratoires déclarent avoir consacré plus de 40 millions d'euros en lobbying pour la seule année 2015. Ce lobby a facilement accès aux décideurs et propose son expertise sur la législation européenne et l'élaboration de nouveaux règlements. Après des années de demandes répétées, j'ai enfin obtenu un entretien avec le directeur du lobby pharmaceutique européen, la Fédération européenne des industries et associations pharmaceutiques, ou EFPIA. Nos façons de travailler manquent encore de transparence. Je veux parler du fait que la recherche sur les médicaments est le fruit d'un partenariat. À la télévision, on vous montre généralement un homme en blouse blanche qui vous parle de ses travaux. Mais le fait qu'il y a derrière lui une entreprise, mais aussi des fonds publics, est peu connu. On a l'impression que c'est une affaire de chercheurs. Mais un chercheur de l'université d'Oslo, par exemple, n'a pas 100 millions d'euros à sa disposition pour faire un essai clinique. Non. Tout ce financement vient de l'industrie. D'accord. Mais revenons au système d'AMM. Comment a-t-on pu autoriser la mise sur le marché d'antipsychotiques sans se rendre compte que le syndrome du QT long et la mort subite faisaient partie des effets secondaires? Parfois, on n'en sait rien, et l'on découvre des effets indésirables rares après la mise sur le marché. Et cela tient au fait que l'on n'en sait pas encore assez sur les maladies. Quand on prescrit un antidépresseur, on ne sait pas pourquoi il n'y a qu'une chance sur 2 qu'il fonctionne. Comment ça se fait? Est-ce qu'on est complètement crétin? Non, on n'est pas crétin, les médecins non plus. C'est juste que la recherche n'est pas allée assez loin et que l'on ne sait pas tout de la maladie. C'est ce qui est à la fois beau et frustrant dans la recherche. Les résultats des études peuvent être contradictoires. Prenez l'exemple des recommandations nutritionnelles. Vous n'êtes pas un peu perdu, vous?
Moi, si. Le sel, bon ou mauvais pour la santé? Je n'en sais rien. Mais ce qui me rassure, c'est de savoir qu'on a ces autorités de régulation qui exercent un vrai contrôle sur les produits et sur la communication. L'industrie pharmaceutique contribue au budget de l'Agence européenne des médicaments à hauteur de 87%. En d'autres termes, les contrôleurs sont payés par ceux qu'ils sont censés contrôler. Parmi les gens qui sont censés contrôler le bien public et veiller à ce que les médicaments soient efficaces et sans danger, un grand nombre sont passés par l'industrie pharmaceutique ou quitteront leur poste pour y aller tout droit. C'est ce qui se passe avec la FDA aux États-Unis ou l'AEM en Europe, et c'est scandaleux. Tant qu'on n'aura pas de contrôleurs indépendants, toute la méthodologie scientifique qui détermine si un médicament est efficace et dénué de danger, restera faussée. Notre système est fondamentalement biaisé. Je crois que la pire souffrance pour Renate a été de ne pas pouvoir élever sa fille. Le jour où sa fille a eu 4 ans, ma tante et moi sommes allés lui rendre visite. Sur la porte, une plaque portait les 2 noms, celui de Renate et celui de sa fille. Il y avait une paire de chaussures d'enfant dans l'entrée. Renate est contente de nous voir. Elle n'a pas oublié l'anniversaire de sa fille. Renate a acheté un gâteau d'anniversaire. Elle dresse la table pour 4, nous 3 et sa fille. Elle coupe le gâteau et met la première part dans l'assiette de sa fille, absente. Jamais je n'oublierai l'image de cette part de gâteau intacte dans son assiette au moment de notre départ. Il est impossible de déterminer avec précision le nombre de décès dus aux antipsychotiques. Les chercheurs l'estiment à plus de 200 000, mais chaque jour m'apporte son lot de nouveaux cas. La FDA, Food and Drug Administration, est l'autorité chargée d'encadrer le marché du médicament aux États-Unis. J'ai été pendant longtemps en contact avec un ancien évaluateur de la FDA. Il hésitait à me rencontrer et semblait nerveux à l'idée de me faire part de ce qu'il avait observé pendant ses années en poste. Il avait essayé d'alerter le Congrès américain, mais ses tentatives ne lui avaient valu que des menaces. Pensez-vous que dans vos fonctions d'évaluateur, vous avez eu connaissance de certains détails qui auraient pu sauver des vies? Sans aucun doute. Sans aucun doute. J'ai passé 10 ans à la FDA et à un moment, j'ai calculé que je tombais sur un problème d'innocuité toutes les 6 semaines, plus ou moins.
J'ai vu plusieurs problèmes graves être passés sous silence, à plusieurs reprises. Vous savez, il y a beaucoup d'argent en jeu. Beaucoup d'argent. J'ai vu quantité de choses pendant que j'étais à la FDA. Il y a plein de gens bien qui travaillent là-bas, plein. Mais ce ne sont pas eux qui ont de l'avancement. Un grand nombre démissionnent ou décident de faire profil bas. Il peut leur arriver d'écrire dans leur rapport « Il me semble que tel ou tel point pose problème ». Mais dans la quasi-totalité des cas, leur supérieur leur dit « Les patrons, c'est nous, et on ne voit pas les choses comme vous ». Alors, quand on veut continuer à faire carrière, il faut accepter de se taire. Tout ce que j'ai vu va toujours dans le même sens. Mettre les médicaments plus rapidement sur le marché et limiter la pharmacovigilance. Il y a des milliers de gens qui meurent et on ne fait rien. C'est ça. On ne fait rien pour en parler, et il y a des gens qui, dès le départ, savaient que ces morts allaient avoir lieu. Est-ce que j'ai raison de formuler ainsi mon hypothèse? Il me semble. Il me semble. C'est pendant mon entretien avec le directeur du lobby pharmaceutique européen à Bruxelles que j'ai compris que nous étions à un tournant de notre histoire, car l'industrie pharmaceutique a de nouveaux plans pour nous et notre avenir. On se dirige à grands pas vers ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Tous les projets actuels sur des maladies comme la schizophrénie ou la dépression ont changé. On ne sélectionne plus les patients en fonction de leurs symptômes, mais on fait un test génétique, sur un prélèvement sanguin par exemple, pour remonter aux causes de la maladie. Une prise de sang ou un test ADN pour trouver la cause de la schizophrénie. Oui. Mais tout à l'heure, vous me disiez qu'on n'en savait pas assez sur le cerveau, son fonctionnement et ce qui cause une dépression, une schizophrénie ou autre. Les antipsychotiques ou les antidépresseurs reposent sur des connaissances spécifiques qui disent que telle ou telle molécule fonctionne sur les récepteurs de la dopamine. C'était l'état des connaissances à l'époque. Mais aujourd'hui, on commence à en entrevoir les véritables causes. Et quelles sont-elles ? Mais c'est bien pour ça qu'on a des projets en cours. On ne sait pas encore. Il peut s'agir d'une mutation. Je vais vous trouver les articles scientifiques et vous les envoyer. J'aimerais beaucoup les voir. Toutes ces maladies ont bien une cause, quelle qu'elle soit. Il peut s'agir d'un problème de connexion, un problème physique, peut-être des neurones pas suffisamment reliés. Alors que faire? Peut-être qu'il faut intervenir directement pour les réparer. C'est ça la nano-ingénierie, un domaine fascinant. À plus long terme, on aura les thérapies géniques, ce qui veut dire que l'on pourra détecter la maladie dès l'enfance ou l'adolescence. Vous voulez dire que s'il y a eu un schizophrène dans ma famille, vous pourriez me dépister et me dire si j'ai des chances d'être touché moi aussi? C'est ça l'avenir. Les recherches sont très prometteuses. Quand la lobotomie a été inventée, elle a été présentée comme un grand pas en avant pour la science. Aujourd'hui, cette pratique est unanimement condamnée. Quand les générations futures se pencheront sur l'âge de la psychopharmacologie, quel regard porteront-elles sur nous ? Ta fille a grandi. Elle a 18 ans maintenant. Tu serais si fier d'elle si tu la voyais.
Elle te ressemble tellement. La dernière fois que je t'ai vue, Dada, tu me disais au revoir sur le pas de ta porte. Je me souviens encore de ta joue sur la mienne, quand on s'est embrassé pour la dernière fois. Je me souviens de ton sourire quand tu m'as dit « bisous ». J'ai fait quelques pas, puis je me suis retournée. Tu étais toujours là, sur le pas de ta porte, à agiter la main et me sourire. J'aimerais tant pouvoir revivre ce moment, courir jusqu'à chez toi et te serrer dans mes bras. Rien qu'une fois, te dire combien je t'aime. Rien qu'une fois, te dire au revoir. Une dernière fois.